Le système électoral pour l'élection présidentielle américaine est complexe. C'est un long processus dont le cycle complet, depuis la seconde moitié du 20e siècle, prend environ 1 an. Certains disent même qu'aux États-Unis, nous sommes toujours en élection. Ne devient pas candidat à la présidence qui veut. Pour devenir président des États-Unis, il faut répondre aux critères suivants. Être âgé d'au moins 35 ans, ne pas se présenter pour un 3e mandat, avoir résidé aux États-Unis pendant au moins 14 ans et être citoyen états-unien dès la naissance. Ce dernier point est le plus restrictif, surtout pour un pays qui s'est construit grâce à l'immigration. Il exclut d'ailleurs de facto le milliardaire excentrique Elon Musk, qui n'est pas né aux États-Unis, mais en Afrique du Sud. Rien n'interdit une personne reconnue coupable ou criminelle de se lancer dans la course à la présidence. C'est une faille à laquelle les pères fondateurs n'avaient pas pensé. Pour devenir le candidat à la présidence qui représente l'un des 2 grands partis, il faut remporter les primaires ou les caucus qu'organisent chacun des États américains. Pour sortir grand gagnant de ce marathon électoral, il faut gagner une majorité de délégués. Un délégué étant une personne chargée de représenter un groupe d'électeurs. Habituellement, le Super Mardi est une date déterminante puisqu'une quinzaine d'États tiennent leur primaire ou leur caucus le même jour. Il s'agit donc d'un moment charnière dans la course à l'investiture des partis à cause du grand nombre de délégués que l'on peut obtenir. Une fois que les primaires et les caucus sont terminés, les candidats à la Maison-Blanche ne sont pas officiels. Pour que ce le soit, il faut être choisi par la majorité des délégués qui vont officialiser leur décision lors de ce que l'on appelle une convention nationale. Après la Convention nationale démocrate et celle des républicains, nous connaissons enfin les 2 candidats à la présidence. Il s'ensuit plusieurs mois de campagne électorale pour mobiliser les électeurs. Il est de coutume que les 2 candidats à la présidence jouent le jeu de débattre à la télévision. Parfois, ces moments télévisés peuvent s'avérer cruciaux dans une campagne électorale. Dans un débat télévisé en 1976, Gerald Ford déclare qu'il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. Cette affirmation fait réagir la population des États-Unis et fait en partie gagner Jimmy Carter. Toutefois, ces victoires au débat ne se reflètent pas nécessairement toujours dans l'urne. Au terme des débats entre Hillary Clinton et Donald Trump, la majorité des analystes déclarent Clinton grande gagnante de ces face-à-face. Elle est bien préparée et connaît ses dossiers, tandis que Donald Trump ne répond pas aux questions et insulte son adversaire. Malgré tout, Donald Trump remporte l'élection en novembre 2016. Il s'agit d'un bel exemple des limites de ces débats qui peuvent malheureusement se rapprocher plus de la politique spectacle que d'un véritable exercice oratoire. Arrive le jour des élections. Dans le système électoral des États-Unis, les électeurs ne votent pas pour le président. Le jour du vote, la population choisit des grands électeurs. Ce sont à ces grands électeurs que revient la responsabilité d'élire le président. On vote donc pour quelqu'un qui va voter pour nous. Chaque État possède un nombre de grands électeurs proportionnel à sa population. En suivant cette logique, les États les plus populeux possèdent un nombre important de grands électeurs. C'est le cas de la Californie et du Texas. Les États moins populeux possèdent toutefois un minimum de 3 grands électeurs. C'est une manière de protéger leur poids électoral. Au total, on compte 538 grands électeurs. Pour remporter l'élection présidentielle, un candidat doit obtenir plus de la moitié de ces grands électeurs. Le chiffre magique pour gagner les élections est donc 270 grands électeurs. Si c'était juste ça, ce serait si simple. Prenons l'exemple du Nevada, qui contient en date d'aujourd'hui 6 grands électeurs. Si les démocrates obtiennent 40% des voix, ils ne reçoivent pas 40% des grands électeurs. Ce sont plutôt les républicains qui, avec 60% des voix, obtiennent tous les grands électeurs. Nous appelons ce concept « the winner takes all ». En suivant cette logique, aux États-Unis, il est donc possible d'avoir une avance confortable dans le vote populaire, mais de perdre les élections. C'est le cas d'Hillary Clinton en 2016. Qui a obtenu environ 2,9 millions de votes de plus que son rival Donald Trump. C'est toutefois ce dernier qui remporte les élections. Plusieurs critiquent ce système puisqu'il peut mener à de grandes marges entre le nombre de grands électeurs qu'obtient un candidat par rapport au pourcentage de gens qui ont voté pour lui. Juste pour compliquer la chose, le Maine et le Nebraska fonctionnent avec un système différent. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais disons qu'ils ajoutent une dose de proportionnel. Après le jour des élections, c'est pas terminé, ce serait trop facile. Quelque temps après les élections, le candidat ayant gagné les élections doit recevoir l'appui de la majorité du collège électoral. Et le collège électoral regroupe tous les grands électeurs. Il n'est pas interdit par la loi qu'un grand électeur décide de voter pour un autre candidat à la dernière seconde. C'est curieux, mais écoute, c'est légal.
Au mois de janvier, nous assistons enfin à la passation du pouvoir. Le système électoral états-unien est complexe, on l'aura compris. Certains demandent que le système soit réformé, tandis que d'autres voient dans la structure actuelle un moyen pour que le pouvoir ne soit pas entre les mains des régions urbaines, où vivent la majorité des gens. Quoi qu'il en soit, le système électoral américain est une immense machine qui n'est pas simple à remplacer.